Le tueur au bain d'acide, ou de son vrai nom, John George Hay, est un tueur en série anglais qui, ayant agi pendant la période après Deuxième Guerre mondiale, qui tuait principalement ses victimes et ensuite dissolvait le corps dans de l'acide sulfurique. La raison principale de ces crimes étant l'argent et la fortune. Alors aujourd'hui on s'intéressera à sa vie, installez-vous et on est parti. John George Hay est né le 24 juillet 1909 à Stamford, Lincolnshire. Ses parents, John Robert et Emily, étaient tous deux membres des Plymouth Brethren, une secte chrétienne puritaine et conservatrice. La famille a déménagé à Outwood, West Yorkshire, où Hay a passé les 24 prochaines années de sa vie. Il a été élevé dans un foyer religieux fanatique où les références au Seigneur étaient fréquemment utilisées pour rappeler au jeune Hay qu'il était toujours observé par une divinité supérieure. Hay lui-même a affirmé que son enfance était sombre et solitaire. Ses seuls amis étaient ses quelques animaux de compagnie et s'occupait du chien du voisin. Son père, qui a installé une grande clôture autour de la maison familiale afin de verrouiller le monde extérieur, avait une marque sur le front dont il a dit que son fils avait été marqué par lui par Dieu comme punition pour un péché passé et que lui aussi serait marqué s'il péchait. Lorsque John a effectivement commis des péchés mineurs sous forme de farce et de petits vols et n'a pas été marqué, il s'est rendu compte qu'il était en fait possible de commettre des crimes et de rester impuni et a grandi cynique. Après avoir terminé ses études, où il restait seul, il enchaîne des boulots comme mécanicien automobile d'abord, mais arrête après seulement un an, devenant ainsi commis à la Wakefield Education Community, mais il n'a pas aimé ce travail non plus. John a trouvé une carrière dans la publicité, mais a rapidement arrêté après avoir été suspect dans le vol d'une caisse. C'était un homme très charmant, beau, aimait la propreté et sympathisait avec de nouvelles personnes. Le 6 juillet 1934, il épousa une Béatrice Hammer, qu'il connaissait à peine. À peine 4 mois plus tard, John a été reconnu coupable de fraude pour une arnaque au contrat de location-vente et ils ont divorcé. Hammer a ensuite donné naissance à sa fille, qu'elle a immédiatement mise en adoption. Après avoir purgé sa peine, John, qui vivait comme s'il n'avait jamais été marié, dirigeait une entreprise de nettoyage à sec, qui s'est très bien déroulée jusqu'à la mort de son partenaire dans un accident de moto et le début de la Seconde Guerre mondiale, entraînant une baisse de l'entreprise. Après avoir été libéré, il a continué à commettre des fraudes, à forger des signatures pour payer de faux achats de voitures, avant d'être à nouveau arrêté et condamné à 15 mois de prison. Le début de sa carrière de tueur. Hay s'installe à Londres en 1936 et devient chauffeur de William McSwan, un riche propriétaire d'arcade. Également il se passait pour un faux avocat du nom de William Cato Adamson et plusieurs autres arnaques, mais il se fait arrêter et condamne à 4 ans de prison pour fraude. Hay a été libéré juste après le début de la Seconde Guerre mondiale. Il a continué en tant que fraudeur et a été condamné à plusieurs autres peines de prison. Hay s'est rendu compte que ces arrestations répétées résultaient du fait de laisser des victimes en vie pour signaler le crime, et il a été intrigué par les crimes du meurtrier français Georges-Alexandre Sarret, qui en 1925 avait éliminé les corps de ses victimes par l'acide sulfurique. Et ainsi débuta sa carrière de celui qui se fera appeler le tueur au bain d'acide, ou encore l'homme vampire. En prison, Hay a mis au point une méthode de destruction du corps d'une victime de meurtre en le dissolvant dans l'acide. Il a expérimenté avec des souris de terrain et a constaté qu'il ne fallait que 30 minutes pour que le corps se dissolve. Hay a été libéré de prison en 1943 et est devenu comptable dans une société d'ingénierie. Peu de temps après, par hasard, il a croisé son ancien employeur William McSwan au pub The Goat à Kensington. McSwan a présenté Hay à ses parents, Donald et Amy. McSwan a travaillé pour eux en percevant des loyers sur leur propriété de Londres, et Hay est devenu envieux de son style de vie. Le 6 septembre 1944, McSwan a disparu. Hay a ensuite admis l'avoir frappé au-dessus de la tête après l'avoir attiré dans un sous-sol au 79 Gloucester Road, Londres W7. Il a ensuite mis le corps de McSwan dans un fût de 40 gallons et a renversé de l'acide sulfurique concentré dessus. 2 jours plus tard, il est revenu pour découvrir que le corps était devenu des boues, qu'il a déversé dans un trou. Et il dira aux parents de McSwan que leur fils s'était caché en Écosse pour éviter d'être appelé au service militaire.
Hay a ensuite repris la maison de Maxwan et a commencé à percevoir les loyers de ses parents, mais il voulait l'argent des propriétés. Donald et Amy sont devenus curieux de savoir pourquoi leur fils n'était pas revenu alors que la guerre touchait à sa fin, mais Hay, voyant que les parents de Maxwan se posaient déjà trop de questions, décida de passer à l'action et alors le 2 juillet 1945, il les a attirés à Gloucester Road en leur disant que leur fils était revenu d'Écosse pour une visite surprise. Il les a assassinés dans son sous-sol avec des coups à la tête et les a jetés. Hay a volé les chèques de pension de William Maxwan et a vendu leur propriété, volant environ 8000 livres, puis a emménagé à Hounslow Court Hotel à Kensington. Hay était un joueur et manquait d'argent à l'été 1947. Pour résoudre ses problèmes financiers, il a trouvé un autre couple à tuer et à voler, le Dr Archibald Henderson et son épouse Rose, qu'il a assassiné après avoir feint de s'intéresser à une maison qu'il vendait. Il a été invité à l'appartement des Anderson par Rose pour jouer du piano pour leur pendaison de crémaillère. Pendant qu'il était à l'appartement, Hay a volé le revolver d'Archibald Henderson, prévoyant de l'utiliser dans son prochain crime. Il a loué un petit atelier au 2, chemin Léopold, Craveley, Sussex, et y a transporté de l'acide et des barils de Gloucester Road. Hay était également connu pour avoir séjourné à l'hôtel George de Craveley à plusieurs reprises. Le 12 février 1948, il conduit Henderson à Craveley sous prétexte de lui montrer une invention. Quand ils sont arrivés, Hay a tiré sur Henderson à la tête avec le revolver volé. Il a ensuite attiré Madame Henderson à l'atelier, affirmant que son mari était tombé malade, et lui a également tiré dessus. Après avoir jeté les corps des Henderson dans des bidons d'huile remplis d'acide, il a forgé une lettre d'eux et a vendu tous leurs biens pour 8000 livres, à l'exception de leur voiture et de leur chien, qu'il a gardé. La prochaine et dernière victime de Hay était Olive Durand-Deacon, 69 ans, la riche veuve de l'avocat John Durand-Deacon et un autre résident de l'Hounslow Court Hotel. Hay s'appelait alors ingénieur, et Olive lui a mentionné une idée qu'elle avait pour les ongles artificiels. Il l'a invité à l'atelier Léopold Road le 18 février 1949 et, une fois à l'intérieur, il lui a tiré dans la nuque avec le revolver Webley de calibre 38 qu'il avait volé à Archibald Henderson, la dépouillant de ses objets de valeur, y compris un manteau d'agneau persan, et la mettre dans le bain d'acide. 2 jours plus tard, l'amie de Durand-Deacon, Constance Lane, a signalé sa disparition. Les détectives ont rapidement découvert le dossier de vol et de fraude de Hay et fouillé l'atelier. La police a trouvé le dossier de l'attaché de Hay contenant un reçu de nettoyage à sec pour le manteau de Madame Durand-Deacon, ainsi que des documents faisant référence aux Anderson et M6 Van. L'atelier de Sussex loué par Hay ne contenait pas de siphon de sol, contrairement à l'atelier qu'il avait loué à Gloucester Road à Londres. Il a donc éliminé les restes en déversant le conteneur sur un tas de gravats à l'arrière de la propriété. L'enquête de la région par le pathologiste Keith Simpson a révélé 28 livres, l'équivalent de 12,706 kg de graisse corporelle humaine, une partie d'un pied humain, des calculs biliaires humains et une partie d'une prothèse dentaire qui a ensuite été identifiée par le dentiste de Madame Durand-Deacon pendant le procès. Hay fut arrêté et lors de son interrogatoire, il demanda à l'inspecteur détective Albert Webb, je cite, « Dites-moi franchement, quelles sont les chances que quelqu'un soit libéré de Broadmoor ?» Parlant en fait d'un hôpital psychiatrique de haute sécurité. L'inspecteur a dit qu'il ne pouvait pas discuter de ce genre de choses, alors Hay a répondu, « Eh bien, si je vous disais la vérité, vous ne me croiriez pas. Cela semble trop fantastique pour le croire. » Hay a ensuite avoué qu'il avait tué Durand-Deacon, les M6 Van et les Henderson, ainsi que 3 autres personnes, un jeune homme appelé Max, une fille d'Eastbourne et une femme de Hammersmith. Ces allégations n'ont pu être étayées. Après son arrestation, Hay est resté en détention dans la cellule 2 du poste de police de Horsham, sur Bartlow Road. La porte de la cellule de son incarcération est maintenant conservée au musée Horsham. Il a été accusé de meurtre et a comparu pour la première fois devant des magistrats du palais de justice voisin de ce qui est maintenant connu sous le nom de l'ancien hôtel de ville, après quoi le procès complet s'est tenu aux assises de Lewes. Hay a plaidé la folie, affirmant qu'il avait bu le sang de ses victimes. Il a avoué avoir des rêves dominés par le sang comme un jeune garçon. Lorsqu'il a été impliqué dans un accident de voiture en mars 1944, son rêve lui est revenu. Voici ce qu'il dit,
J'ai vu devant moi une forêt de crucifix qui s'est progressivement transformée en arbre. Au début, il semblait y avoir de la rosée ou de la pluie, dégoulinant des branches, mais en m'approchant, j'ai réalisé que c'était du sang. Toute la forêt a commencé à se tordre et les arbres, sombres et dressés, à suinter du sang. Un homme étalait d'eux. Chaque arbre attrapait le sang. Quand la tasse était pleine, il s'est approché de moi. « Buvez », a-t-il dit, mais je n'ai pas pu bouger. Le procureur général, Sir Hartley Shawcross Cassé, qui plus tard sera Lord de Shawcross, a mené les poursuites et a exhorté le jury à rejeter la défense de folie de Hyde parce qu'il avait agi avec une malveillance prévisible. Sir David Maxwell Fife Cassé, en défense, a appelé de nombreux témoins pour attester de l'état mental de Hyde, y compris Henry Loveley, qui a affirmé que Hyde avait une constitution paranoïaque, ajoutant « l'indifférence absolue, impitoyable, joyeuse, fade et presque amicale de l'accusé à l'égard des crimes qu'il admet librement avoir commis est unique dans mon expérience. » Ce qui sous-entend que Hyde n'avait pas de regret pour les crimes commis. Hyde utilisait toujours le même système de meurtre, on peut même ainsi dire que c'était sa marque de fabrique. Il croyait fermement au fait que si on ne peut retrouver les corps de ses victimes on ne pourrait jamais l'arrêter. Pourtant il y avait suffisamment de preuves médico-légales pour qu'il soit reconnu coupable des meurtres. Il n'a fallu que quelques minutes au jury pour déclarer Hyde coupable. Le juge Travers Humphrey l'a condamné à mort. Il a été rapporté que Hyde, dans la cellule condamnée de la prison de Wandsworth, avait demandé à l'un de ses gardiens de prison, Jack Morwood, s'il serait possible de faire un essai de sa pendaison pour que tout se passe bien. Il est probable que sa demande ne soit pas allée plus loin ou, dans l'affirmative, la demande a été rejetée. Juste avant son exécution, on a demandé à Hyde s'il voulait un cognac. Il a répondu, « Faites-en un grand, mon vieux ». Hyde a été conduit à la potence et pendu par le bourreau Albert Pierre le 10 août 1949. Le cas de John George Hyde était l'un des cas d'après 1945 qui a gagné une couverture considérable dans les journaux même si la culpabilité de Hyde n'a pas été mise en doute. Le rédacteur en chef du Daily Mirror, Sylvester Bolam, a été condamné à une peine de prison pour outrage au tribunal pour avoir qualifié Hyde de meurtrier alors que le procès était toujours en cours. Et c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Bleu. Si elle t'a déplu, j'attends ton commentaire pour les suggestions.